Ton budget de mariage est de 5 000 euros. Celui de ta sœur était de 90 000 euros. Maman a annoncé que je n'étais tout simplement pas aussi importante pour la famille. J'ai annulé le mariage. Je me suis sauvée en Italie pour m'unir en secret. J'ai posté une seule photo. Sans légende. Mon téléphone a explosé. 127 appels en 6 heures. Puis mon oncle millionnaire a commenté « Magnifique cérémonie dans ma villa. Bienvenue dans la famille ». La réponse de ma mère a été. J'entendais encore la voix de ma mère quand j'ai fermé le site web de la salle de réception. Elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, c'était juste cette petite annonce monocorde qu'elle avait faite lors du brunch de ma sœur. Comme si elle lisait les prévisions météo. Ton budget de mariage est de 5 000. Celui de ta sœur était de 90 000, a dit maman, souriant à ma sœur comme si elle venait de lui remettre un trophée. Léa, tu n'es tout simplement pas aussi importante pour la famille. Et puis elle a regardé au-delà de moi, fixant ma fille comme si mon enfant était une chaise que quelqu'un avait oublié de ranger. De plus, a-t-elle ajouté en tapotant son verre de kir avec une cuillère, Chloé ne sera pas sur les photos officielles. Nous restons traditionnels. C'est à ce moment-là que mes mains ont commencé à trembler. Pas de colère. Mais à cause de ce sentiment de nausée et d'oppression que l'on ressent quand on réalise que quelque chose qu'on faisait semblant de ne pas voir est enfin dit à voix haute. Ma fille avait 9 ans. Calme, polie, le genre d'enfant qui dit « pardon » quand le chien lui bouscule le genou. Elle portait un petit gilet que j'avais acheté en solde, et elle tenait le minuscule sac cadeau qu'elle avait fabriqué pour sa tante. Des barrettes qu'elle avait choisies elle-même parce que, selon ses mots, Tata Elodie aime les choses qui brillent. Elle fixait ma mère comme si elle ne comprenait pas la langue. Puis elle s'est penchée vers moi et a chuchoté « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai dégluti si fort que ça m'a fait mal. Non, ai-je dit trop vite. Non, mon bébé, tu n'as rien fait. Ma sœur Elodie n'a même pas bronché. Elle a continué à faire défiler les photos de mariage sur son téléphone, montrant à ma mère un centre de table qui semblait coûter plus cher que mon crédit auto mensuel. Maman a continué, nous ne referons pas un autre grand mariage, disait-elle comme si elle expliquait une règle domestique raisonnable. Ce n'est pas nécessaire. Tu es plus âgé. Tu as déjà un enfant. Et honnêtement, tu es stable. Tu n'as pas besoin d'aide. Ce mot, stable. Comme si j'étais un meuble sur lequel elle pouvait s'appuyer quand elle le voulait et qu'elle pouvait claquer quand elle n'en avait plus besoin. De l'autre côté de la table, ma tante a gloussé. Quelqu'un d'autre a dit, eh bien, au moins Léa est pragmatique. Personne n'a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Personne n'a regardé ma fille en disant, bien sûr que tu seras sur les photos. J'ai fait ce que j'ai toujours fait. Je suis restée de marbre. J'ai souri comme si mon visage appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai caressé le dos de ma fille avec mon pouce et je me suis dit de ne pas gâcher le brunch parce que dans ma famille, la personne qui réagit est toujours le problème. Alors, je n'ai pas réagi. Pas là-bas. J'ai attendu. Je m'appelle Léa. J'avais 36 ans à l'époque. J'habitais en banlieue de Lyon, dans un petit appartement avec une cuisine minuscule et un placard à lessive qui hurlait à chaque essorage. J'étais coiffeuse. Pas le genre glamour qu'on voit à la télé. Le vrai genre. Celui où l'on reste debout pendant 10 heures, à respirer la laque et à sourire devant les confessions de divorce d'une cliente pendant qu'on pose des papillotes. Mais j'étais douée. J'avais un carnet de rendez-vous réguliers. J'avais des habitués qui me laissaient des pourboires et m'apportaient des chocolats à Noël. J'étais aussi mère célibataire depuis des années. Le père de Chloé était entré et sorti de sa vie comme un mauvais signal Wi-Fi. Et j'avais arrêté de prétendre que je pouvais construire un foyer stable avec les excuses des autres. 2 ans avant ce brunch, j'ai rencontré Thomas. Il était calme, posé, professeur des écoles, le genre d'homme qui ne remplit pas le silence avec du bruit parce qu'il n'en a pas peur. Il n'est pas arrivé en essayant de me sauver. Il s'est juste présenté, encore et encore, est allé chercher Chloé au périscolaire quand ma dernière cliente avait du retard, s'est assis par terre et l'a aidé à faire un puzzle sans regarder son téléphone toutes les 30 secondes. Il la laissait parler de ses dessins comme s'il s'agissait d'expositions de musée. Quand il m'a demandé en mariage,
Chloé a été la première à pleurer. Elle l'a serré fort et a dit, « Est-ce que ça veut dire que tu restes vraiment ?» Et il a répondu, « Oui, je reste vraiment. » Je pensais que cela adoucirait ma famille. Je pensais qu'une bague, un homme bon et une enfant qui voulait juste faire partie de quelque chose ferait enfin en sorte que ma mère me traite comme si je comptais. J'aurais dû m'en douter, car le schéma était plus vieux que mes fiançailles. Le schéma, c'était moi qui payais, qui souriais et qui encaissais. Ça a commencé doucement, comme toujours. Quand Élodie s'est fiancée 5 ans plus tôt, ma mère m'a appelée comme s'il y avait une urgence absolue. « Léa, j'ai besoin de toi », a-t-elle dit, « tu es la seule capable de gérer le cortège. » Gérer signifiait coiffer tout le monde gratuitement. Élodie voulait un mariage de luxe, une salle de bal, un orchestre, des sculptures sur glace, la totale. 90 000 € ont été investis dans ce mariage, provenant principalement de mes parents. Ils n'avaient pas 90 000 € qui traînaient. Pas vraiment. Alors, d'où venait l'argent? Des prêts, des crédits, des emprunts temporaires? De moi. À l'époque, ma mère avait du mal avec les factures. La camionnette de mon père avait besoin de réparation. Le toit fuyait peut-être. Mon frère avait vraiment besoin d'aide pour la crèche ce mois-là. Alors, j'ai envoyé de l'argent. Pas de grosses sommes au début. 200 € par-ci, 3 cents par-là. Puis ma mère a commencé à dire des choses comme « juste jusqu'à ce qu'on passe ce mois-ci ». Puis, « tu es tellement douée avec l'argent ». Puis, « tu es la seule sur qui on peut compter ». Je suis devenue le petit fonds d'urgence silencieux de la famille. Et ils s'y sont habitués. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était mon travail. Chaque fête, chaque événement, chaque occasion spéciale. Ma mère s'attendait à ce que j'arrive tôt avec ma gamine et que je coiffe tout le monde dans la salle de bain de l'étage comme si j'étais une employée qui se trouvait avoir le même ADN. Le brushing d'Élodie, les boucles des demoiselles d'honneur, celui de ma mère, juste quelques retouches, même les cheveux de ma tante puisque tu es déjà en train de faire tout le monde. Une fois, j'ai coiffé 12 têtes en une matinée. 12. Au moment où le mariage a commencé, mes bras tremblaient et mon estomac était vide parce que j'avais été trop occupée pour manger. À la réception, ma mère m'a serré dans ses bras et a chuchoté, « Tu vois, tu es tellement utile. » Utile. Pas aimé, pas apprécié, utile. J'ai ri à l'époque, comme si c'était une blague, mais ça ne l'était pas. Quand Élodie a acheté sa maison, mes parents ont aidé pour l'apport. Ma mère m'a aussi appelée cette même semaine. On est un peu juste, a-t-elle dit. Juste un peu. Tu peux nous dépanner? Je les ai dépannés. Quand mon père a voulu refaire le sous-sol, ma mère m'a demandé de mettre la compte de l'entrepreneur sur ma carte de crédit juste pour les points de fidélité. Je l'ai fait. Quand Chloé avait des crises d'asthme et que je jonglais avec les inhalateurs et les frais médicaux, ma mère me demandait encore de payer les pneus de mon frère parce qu'il a une famille. Comme si moi, je n'en avais pas. Et à travers tout ça, il traitait Chloé comme un accessoire. Une note de bas de page. Il ne disait jamais « ma petite fille » comme il le disait pour les enfants d'Élodie. Il l'appelait « la petite de Léa ». Ils ont oublié son anniversaire 2 fois. Une fois, ma mère lui a offert un livre de coloriage d'occasion à Noël, avec des pages déjà gribouillées, et lui a dit « tu peux partager avec les autres enfants ». Chloé a dit « merci quand même ». C'était le genre d'enfant qu'elle était. Elle ne se plaignait pas. Elle ne boudait pas. Elle essayait juste plus fort. Elle faisait des dessins pour mes parents. De grandes maisons joyeuses avec tout le monde se tenant la main. Elle écrivait « Mamie » en lettres bulles soignées. Elle économisait son argent de poche pour acheter une bougie à ma mère parce qu'elle l'avait entendu dire qu'elle aimait la vanille. Et chaque fois qu'elle essayait, ma mère agissait comme si elle regardait l'enfant d'un étranger jouer dans un spectacle de fin d'année auquel elle ne voulait pas assister. Je me disais sans cesse, ils finiront par changer. Je continuais à venir parce que c'est ce qu'on m'avait appris à faire. Si j'étais assez gentille, assez serviable, assez discrète, ils finiraient par me traiter comme si j'étais des leurs. Alors, quand Thomas a fait sa demande, j'ai pensé, d'accord, maintenant nous sommes légitimes. Maintenant nous sommes en sécurité. Nous avons prévu un petit mariage, pas juste un passage à la mairie,
mais un mariage normal, dans un jardin, 50 personnes, une robe simple. Mon budget était d'environ 18 000 € au total, Thomas et moi ensemble. Nous ne demandions pas à mes parents de le financer. Nous ne demandions rien d'extravagant. Nous voulions juste que ma mère arrête de faire comme si ma vie était un lot de consolation. Je lui ai dit que nous couvririons la majeure partie des frais nous-mêmes. Je lui ai demandé si elle voulait contribuer de quelque manière que ce soit, juste parce que je savais qu'elle insisterait pour aider si on lui donnait l'occasion de se sentir en contrôle. Ce brunch a été sa réponse. Pas seulement pour l'argent, mais pour le classement, la façon dont elle l'a rendu public, la façon dont elle a impliqué mon enfant comme si ce n'était rien. Et ce qui me serre encore la gorge, c'est le calme avec lequel elle l'a dit. Comme si elle l'avait répété, comme si elle attendait le moment de me remettre enfin à ma place. Après le brunch, j'ai accompagné Chloé à la voiture. Elle était silencieuse. Ses yeux restaient fixés sur le trottoir. Les enfants d'Élodie sont passés devant nous en courant, le visage couvert de sucre, hurlant à propos de la dégustation de gâteaux. Ma mère a crié derrière moi, « Léa, ne fais pas ton intéressante. » Je ne me suis pas retournée. Dans la voiture, Chloé a attaché sa ceinture et a fixé ses genoux. Puis elle a dit doucement, « Si je ne suis pas sur les photos, ça veut dire que je ne fais pas vraiment partie de la famille ?» J'ai serré le volant si fort que mes articulations sont devenues blanches. Je voulais dire, bien sûr que si. Mais la vérité est que, dans la version de la famille de ma mère, Chloé ne l'a jamais été. Pas totalement. Pas de la même façon que les enfants d'Élodie, pas de la même façon que le sang pur. J'ai pris une lente inspiration. Tu es ma famille, ai-je dit. C'est la seule qui compte. Elle a hoché la tête comme si elle essayait de l'accepter, mais les enfants n'acceptent pas simplement cela. Ils le ressentent. Ils le portent. Et j'ai senti quelque chose basculer en moi, là, sur le parking, comme une porte qui se ferme, sans claquer, juste close. Ce soir-là, Thomas est rentré du travail et m'a trouvé à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert, fixant le contrat de la salle. Chloé était par terre dans le salon en train de dessiner. Elle dessinait une petite fille dans une robe avec une couronne de fleurs, mais la petite fille était seule. Thomas a regardé mon visage et n'a pas demandé si j'allais bien. Il a demandé, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je lui ai raconté. J'ai regardé sa mâchoire se crisper de cette façon discrète qu'il avait quand il était en colère mais restait maître de lui. Il s'est assis en face de moi. Léa, a-t-il dit. Nous n'avons pas à faire ça à leur manière. J'ai ri une fois, un rire sec et amer. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit. C'est le message que ça envoie. Il a hoché la tête. Puis il a dit la chose la plus simple, comme si c'était évident, alors nous ne récompensons pas ce comportement. J'ai fixé le site web de la salle de réception. Mon acompte était de 3 200 €. Non remboursable. Une belle somme pour moi, pas la fin du monde, mais assez pour que ça pique. J'ai pensé à ma mère souriant par-dessus son verre de kir. J'ai pensé à Chloé demandant si elle était de la famille. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais payé pour maintenir la paix. Et quelque chose en moi a fini par se fatiguer. Pas une fatigue passagère. Une fatigue jusqu'aux os. J'ai cliqué sur « Annuler la réservation ». L'écran a demandé « Êtes-vous sûr ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Puis j'ai ouvert l'email de la fleuriste. Annulé. La société de location. Annulé. Le rendez-vous de dégustation à la boulangerie. Annulé. Un par un. J'ai coupé les ponts. Je ne l'ai pas fait pour les punir. Je l'ai fait parce que je n'allais pas construire le plus beau jour de notre vie sur l'humiliation de ma mère. Je n'allais pas payer pour une fête où mon enfant était traité comme un détail embarrassant. Thomas me regardait faire. Quand j'ai eu fini, je me suis adossée à ma chaise et j'ai expiré. Mes mains tremblaient encore, mais cette fois, c'était du soulagement. Chloé est entrée, tenant toujours son dessin. « Maman, a-t-elle dit, est-ce qu'on se marie toujours ?» Je l'ai regardée. « Oui, ai-je dit, mais pas comme ça. » Le lendemain, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. Puis elle a envoyé un SMS. Puis elle a rappelé.
À l'heure du déjeuner, Élodie appelait aussi. Puis mon frère. Puis ma tante. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, ma mère a fini par envoyer un message qui n'était pas enrobé de sucre. Léa, essaies-tu de nous humilier? Tout le monde sait que tu as réservé cette salle. Tu vas donner une mauvaise image de la famille. Voilà, c'était ça. Pas, est-ce que tu vas bien? Pas, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Juste, ne nous fais pas honte. J'ai fixé l'écran et j'ai ressenti cette vieille envie de m'expliquer, d'arrondir les angles, de leur rendre la chose plus facile à digérer. Puis j'ai regardé Chloé assise à la table, coloriant calmement comme si elle essayait de prendre moins de place dans sa propre maison. Et j'ai tapé une seule phrase. Moi, je n'organiserai pas un mariage où ma fille est traitée comme si elle n'était pas à sa place. Ma mère n'a pas répondu à cela. Elle a répondu à autre chose. Léa, n'utilise pas Chloé comme une arme. Une arme? Mon enfant était une arme, mais mon argent était un outil. Mon travail était une ressource. Mon silence était un cadeau. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai préparé le dîner. 2 jours plus tard, Thomas est arrivé avec une petite pile de papier. « Tu te souviens de mon oncle Lorenzo ?» a-t-il demandé. Je m'en souvenais. Un peu. Thomas en avait parlé en passant. Un oncle qui vivait en Italie. De la vieille fortune. Discret. Pas vraiment impliqué dans les drames familiaux. Je ne l'avais jamais rencontré. Il avait envoyé une carte d'anniversaire à Thomas une fois, avec un mot écrit à la main et des billets neufs à l'intérieur, comme si on était encore en 1998. Thomas a fait glisser les papiers vers moi. Ce n'est pas une invitation, a-t-il dit. C'est une option. Les papiers concernaient une petite cérémonie civile en Italie. Simple, légale. Pas de salle de bal, pas de plan de table, pas de discours de famille, juste nous. L'oncle de Thomas avait une villa près de Florence. Il avait proposé de nous accueillir. Sans condition, sans spectacle. Il a dit, si nous voulons nous marier sans cirque, nous sommes les bienvenus. J'ai fixé les papiers comme s'il s'agissait d'une porte ouverte. Puis j'ai regardé Chloé. Chloé, ai-je dit avec précaution. Qu'est-ce que tu dirais d'aller en Italie? Ses yeux se sont agrandis. L'Italie des pizzas, a-t-elle demandé. Thomas a souri pour la première fois depuis des jours. Oui, a-t-il dit. L'Italie des pizzas. Chloé a cligné des yeux comme si elle essayait de ne pas trop espérer. Est-ce que je serai sur les photos, a-t-elle demandé. J'ai senti ma gorge se serrer. Oui, ai-je dit. Tu seras sur chaque photo. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle a eu un petit sourire sincère. D'accord, a-t-elle dit, comme si c'était tout ce dont elle avait besoin. Et honnêtement, ça l'était. Nous ne l'avons pas annoncé. Nous n'avons menacé personne. Nous n'avons pas posté de citation mystérieuse. Nous sommes simplement partis. Thomas et moi avons pris des congés. J'ai réservé les vols avec des miles que j'accumulais depuis des années parce que je n'utilisais jamais rien pour moi-même. J'ai dit à mon salon de coiffure que j'avais une urgence familiale, ce qui d'une certaine manière était vrai. Ma mère pensait que l'urgence était ma réaction excessive. La vraie urgence était que ma fille commençait à croire qu'elle n'était pas à sa place. Nous avons fait des bagages légers. Chloé a glissé son carnet de croquis préféré dans son sac à dos avec un lapin en peluche dont elle prétendait encore ne pas avoir besoin. La veille de notre départ, ma mère a rappelé. J'ai répondu cette fois, non pas parce que je voulais me disputer, mais parce que je voulais lui donner une chance d'être une mère. Elle ne l'a pas saisi. Tu t'es calmée, a-t-elle demandé immédiatement. J'ai annulé la salle, ai-je dit. Oui. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil. Tu as fait quoi, a-t-elle aboyé. Léa, c'était un événement familial. C'était mon mariage. C'était un événement familial, a-t-elle répété comme si mes mots n'avaient aucune importance. Et tu ne vas pas punir tout le monde parce que tu es jalouse de ta sœur. Jalouse? Comme si je voulais 90 000 €. Comme si je voulais être classée. Comme si je voulais que mon enfant soit effacé.
Je ne suis pas jalouse, ai-je dit d'une voix stable. J'en ai fini d'être traitée comme une moins que rien. La voix de ma mère est devenue glaciale. Tu es égoïste. J'ai attendu. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas mentionné Chloé. Alors, j'ai posé la limite à haute voix, calmement et simplement. Je ne finance plus une famille qui n'inclut pas mon enfant. Il y a eu une pause. Puis elle a ri. Un de ces petits rires qui signifiait qu'elle pensait avoir encore du pouvoir. Tu reviendras en rampant, a-t-elle dit. Tu le fais toujours. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit, non, je ne reviendrai pas. Et j'ai raccroché. L'Italie semblait irréelle au début. Les panneaux de l'aéroport dans une langue que je reconnaissais à moitié. L'air plus chaud qu'à Lyon, la lumière du soleil frappant les vieux bâtiments en pierre comme si le monde entier était fait de miel. Chloé pressait son visage contre chaque vitre comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle clignait des yeux. L'oncle de Thomas, Lorenzo, nous a accueillis avec un chauffeur et un petit signe de la main, comme s'il n'était pas le genre d'homme à avoir des gens pour le conduire partout. Il était plus âgé, les cheveux argentés, les yeux calmes. Il a serré Thomas dans ses bras puis s'est tourné vers Chloé et s'est accroupi à sa hauteur comme si elle était la personne la plus importante ici. « Bonjour Chloé », a-t-il dit dans un français appliqué. « Je suis très heureux que tu sois là. » Chloé s'est figée une seconde. Puis elle a souri timidement. « Je suis contente aussi », a-t-elle dit. Lorenzo m'a regardé. « Léa », a-t-il dit comme s'il me connaissait depuis toujours. « Bienvenue. » Pas utile, pas pragmatique. Bienvenue. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de ce mot jusqu'à ce qu'il soit prononcé. La villa était magnifique, mais pas de manière tape à accent grave-l'œil. On sentait qu'elle était habitée, calme. Il y avait des citronniers, une terrasse en pierre, une longue table en bois sous des guirlandes lumineuses, faites pour des dîners qui durent des heures. Chloé passait ses doigts sur les vieux murs de briques comme si elle touchait l'histoire. Ce soir-là, elle s'est assise à table avec Thomas et Lorenzo et a mangé des pâtes comme si elle avait fait ça toute sa vie. Et personne ne lui a fait sentir qu'elle était de trop. Nous nous sommes mariés 3 jours plus tard. En petit comité, sans public, juste nous, un officier d'état civil local, et Lorenzo debout sur le côté, les mains jointes comme s'il était témoin de quelque chose de sacré. Je portais une robe simple, pas une robe de mariée, juste une robe d'été blanche avec de la dentelle aux manches. Thomas portait une chemise en lin. Chloé portait une robe jaune pâle et une couronne de fleurs qui glissait sans cesse de côté parce qu'elle n'arrêtait pas de rire. Quand l'officier a demandé si quelqu'un s'y opposait, Chloé a levé la main comme si elle pensait que c'était une question d'école. L'officier s'est arrêté, surpris. Chloé a rigolé et a dit « Je veux juste dire que je ne m'oppose pas ». Tout le monde a ri, moi y compris, et mes yeux se sont remplis de larmes. Bref, après la cérémonie, nous avons pris une photo, une seule. Thomas et moi au milieu. Chloé entre nous, ses mains dans les nôtres. Pas de légende, pas d'explication. Je l'ai postée parce que je ne me cachais pas. Je ne cherchais simplement pas à faire le spectacle. Puis j'ai posé mon téléphone. Nous sommes rentrés à l'intérieur et avons mangé du gâteau avec les doigts comme des enfants. Lorenzo a versé de l'eau pétillante pour Chloé comme s'il s'agissait de champagne. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie apaisée, comme si je n'attendais plus que quelqu'un vienne tout gâcher. Le lendemain matin, j'ai repris mon téléphone. J'avais des notifications empilées comme un mur. J'ai vérifié mon journal d'appels. Ça semblait faux. 127 appels manqués en 6 heures. Des SMS, des messages vocaux, encore des SMS. Ma mère, Élodie, mon frère, ma tante, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des gens qui ne venaient jamais aux anniversaires de Chloé s'intéressaient soudainement de très près à mon mariage. Le premier SMS d'Élodie était juste « Léa, c'est quoi ça ?» Celui de ma mère était plus long. Léa, répond immédiatement. Tu es en train d'humilier cette famille. Comment as-tu pu faire ça sans ta mère? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce que je me mette à rire parce que c'était tellement absurde. Je ne trouvais même plus la colère.
Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Quoi donc? Me laisser les coiffer gratuitement? Prendre mon argent? Dire à mon enfant qu'elle n'était pas assez traditionnelle pour être photographiée? Je n'ai pas répondu. Pas encore. J'ai reposé mon téléphone et je suis sortie. L'air sentait le citron et le matin. Chloé était sur la terrasse en train de dessiner dans son carnet. Thomas est arrivé derrière moi et a entouré ma taille de son bras. Ils ont trouvé la photo, a-t-il dit doucement. Ouais, ai-je répondu. Tu vas bien? J'ai regardé Chloé dessiner. Elle va bien, ai-je dit. Alors je vais bien. À l'heure du déjeuner, ça a empiré. Les gens ont commencé à commenter la photo, quelques cœurs, quelques félicitations. Puis, les amis de ma mère ont commencé à apparaître dans les commentaires avec des émojis choqués, comme si mon mariage était un scandale. Je faisais défiler les messages, à moitié anesthésiés, quand un nouveau commentaire est apparu, un nom que j'ai reconnu parce que Thomas m'avait raconté des histoires sur lui. Lorenzo Bianchi. Mon souffle s'est coupé. Son commentaire était simple, magnifique cérémonie dans ma villa. Bienvenue dans la famille. C'était tout. Pas de drame, pas d'allusion, juste une déclaration calme. C'est arrivé et tu es à ta place. Je jure que tout mon corps s'est détendu, comme s'il avait attendu que quelqu'un avec un vrai poids dans la famille le dise. Parce que voici le truc avec les familles comme la mienne. Ils ne respectent les limites que si quelqu'un de plus haut sur l'échelle invisible les impose. Ma mère avait toujours agi comme si elle était au sommet. Lorenzo venait de rappeler à tout le monde qu'elle ne l'était pas. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Puis encore, et encore. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les commentaires et ma mère a répondu directement sous Lorenzo. La réponse de ma mère était exactement ce qu'elle était. Pas aimante, pas navrée, mais contrôlante et théâtrale. Une tentative publique de me faire rentrer dans le rang. Elle a écrit, s'il te plaît, ne l'encourage pas. Léa est confuse et fait une crise de rébellion. Ce n'était pas un vrai mariage. Nous réglerons cela en privé. Je suis restée là, fixant l'écran. Ce n'était pas un vrai mariage. J'ai regardé Chloé, qui fredonnait en me dessinant dans ma robe. Thomas en chemise, et nous trois nous tenant la main sous les guirlandes. Assez vrai pour elle. Assez vrai pour moi. Thomas l'a lu par-dessus mon épaule. Il n'a pas juré. Il n'a pas tempêté. Il a juste dit, on n'entre pas dans son jeu. Puis il a pris mon téléphone doucement des mains et l'a posé comme s'il rangeait un objet tranchant. On ne lui donnera pas notre journée, a-t-il dit. Et nous ne l'avons pas fait. Ce soir-là, Lorenzo nous a invités à dîner à la longue table en bois. Il n'a pas mentionné les commentaires. Il n'a pas demandé de détails. Il a juste fait de la place. Il y avait des bougies, du pain, un repas simple. Chloé était assise entre Thomas et moi comme si elle était à sa place, parce qu'elle l'était. Au milieu du dîner, Lorenzo m'a regardé. Je sais que ta mère fait beaucoup de bruit, a-t-il dit avec précaution. J'ai cligné des yeux, surprise qu'il aborde le sujet. Il a continué, toujours calme. Dans les familles, il y a souvent des gens qui prennent, a-t-il dit, et des gens qui donnent. Ceux qui prennent deviennent furieux quand le don s'arrête. J'ai dégluti. Il a posé son verre. Chez moi, a-t-il dit, on ne fait jamais en sorte qu'un enfant se sente petit. Jamais. Chloé n'a pas entendu. Elle était occupée à tremper son pain dans l'huile d'olive. Mais moi, j'ai entendu. Et quelque chose en moi s'est desserré à nouveau parce que j'ai réalisé que j'avais essayé de gagner une décence de base auprès de gens qui ne croyaient même pas qu'ils me la devaient. Le lendemain, j'ai finalement envoyé un seul message à ma mère. Un seul. Pas de dispute, pas de défense, pas de paragraphe, juste la limite, nette et claire. Moi, je ne discute plus de cela. Je suis mariée. Chloé est ma famille. Si tu ne peux pas respecter cela, tu ne feras plus partie de nos vies ni de nos finances. Ensuite, j'ai fait le mouvement financier que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai désactivé les virements récurrents. 300 € par mois à mes parents pour les factures. 150 € par mois à mon frère le temps qu'il se refasse.
La réduction du salon que j'appliquais gratuitement au rendez-vous de ma mère et de ma sœur. Terminé. Je n'ai pas appelé pour l'annoncer. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas négocié. J'ai juste cliqué sur les boutons et regardé les écrans de confirmation apparaître. Virement annulé. Virement annulé. Paiement automatique arrêté. C'était étrangement silencieux, comme balayer un sol qu'on ne réalisait pas être couvert de verre brisé. Le contre-coup a frappé exactement comme on pouvait s'y attendre. Ma mère n'a pas répondu par des excuses. Elle a répondu par la panique. Elle a appelé Thomas. Il n'a pas répondu. Elle m'a envoyé des emails. Elle a surgi dans mes messages privés. Elle a envoyé Élodie en messagère. Élodie a écrit « Léa, maman pleure. Léa, papa est furieux. Léa, tu ne peux pas couper les ponts avec tout le monde juste parce que tu es vexée. Léa, au fait, est-ce que c'était vraiment l'oncle Lorenzo ? » Ce dernier message m'a fait éclater de rire parce que c'était là le cœur du problème. Pas mes sentiments, pas ma fille, pas mon mariage. Le cœur était, est-ce que tu nous as fait honte devant quelqu'un qui compte ? Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté d'autre. Une photo, pas de légende. C'est tout ce qu'ils ont eu. Quand nous sommes rentrés, le froid m'a frappé comme un souvenir. Le ciel gris de France, les parkings boueux, le poids familier de la routine. Mais notre maison semblait différente. Pas plus grande, pas plus riche, juste la nôtre. Chloé a scotché une carte postale d'Italie sur le frigo. Elle a dessiné un petit citronnier à côté et a écrit « Notre maison de mariage ». Un soir, une semaine après notre retour, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu ma cousine Roxane, celle qui affichait toujours un sourire narquois lors des réunions de famille comme si tout était une compétition. Elle se tenait là, tenant un sac en papier. « Je t'ai apporté des cannelés », a-t-elle dit maladroitement. De la pâtisserie italienne en ville. J'ai cligné des yeux. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé. Elle a dandiné d'un pied sur l'autre. J'ai vu le commentaire, a-t-elle avoué, et je voulais juste dire « bien joué ». Je ne l'ai pas invitée à entrer tout de suite. Je n'ai pas fondu en larmes. J'ai juste écouté. Roxane a expiré. Ma mère n'arrête pas de parler, a-t-elle dit. Apparemment, ta mère raconte à tout le monde que tu t'es fait laver le cerveau par la famille de Thomas. Genre, qu'on t'a piégé pour que tu partes. Je l'ai fixé. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, ai-je demandé. Roxane a regardé derrière moi dans le salon où Chloé était par terre en train de construire un petit village en papier avec Thomas. Chloé a ri de quelque chose que Thomas a dit. Le visage de Roxane s'est adouci. Je pense que ta gamine a l'air heureuse, a-t-elle dit doucement. Et je pense que c'est tout ce qui compte. Elle m'a tendu le sac. Puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas, ils se sont servis de toi, a-t-elle dit presque comme si elle se le disait à elle-même. Tout le monde le sait. Tu étais juste la seule à continuer de prétendre que c'était normal. Ma gorge s'est serrée. Roxane a fait un petit signe de tête. Puis elle est partie. Ce n'était pas une réconciliation spectaculaire. C'était juste une fissure dans le récit familial. Et parfois, c'est suffisant.